Alors, bonjour, bienvenue dans ce cours de révision sur le quatrième chapitre de physique de cinquième secondaire, celui sur les mouvements, le premier chapitre de mécanique. Avant de commencer cette vidéo de révision, il faut comprendre que ce que je vous propose ici, évidemment, c'est une version extrêmement écourtée de plus de 2 mois d'école là, que nous avons fait ensemble. Donc ici, je vais combiner dans cette vidéo les notions apprises dans le chapitre 4, la première partie, ainsi que la deuxième. Donc, la première partie était davantage, on se concentrait davantage là, sur l'analyse des mouvements de manière graphique, et ensuite, dans la deuxième partie, plus de manière mathématique, avec notamment les équations là, du MRUA. Donc, tout ça va être au menu là, dans cette vidéo. Donc, évidemment, ça ne peut pas remplacer, en somme, là, tout le travail qu'on a fait, mais ça nous servira à juste titre de révision et donc de se remémorer peut-être les faits saillants et les éléments les plus importants, les éléments les plus importants parmi vraiment là, la totalité là, de toutes les notions qu'on a apprises et étudiées pendant ces chapitres-là. Donc, première notion importante que nous avions travaillé ensemble dans ce chapitre-là, c'était donc la représentation des différentes trajectoires. Rappelez-vous que lorsque nous avions commencé notre chapitre sur la mécanique, la première chose qu'on avait fait, pardonnez-moi, c'était de déjà là, commencer par représenter différentes trajectoires. On avait étudié là, plusieurs mouvements de plusieurs façons différentes. Donc, la position verticale par rapport à la position horizontale, la position horizontale par rapport au temps, ou la position verticale par rapport au temps. Et l'idée, donc, c'était d'être capable de visualiser différentes trajectoires, différents mouvements dans différentes circonstances et de voir là, si on était capable de bien comprendre chacun de ces mouvements-là et chacune des représentations. L'autre chose qu'on avait ajouté à ça, c'était le fait que, évidemment, la perception d'un mouvement, d'une trajectoire, dépend de la position d'un observateur. Si l'observateur est immobile, donc il va avoir une certaine représentation de la trajectoire, mais s'il est en mouvement par rapport à un autre mouvement, ben là, sa perception va peut-être être différente. Et l'exemple classique que nous avions donné, c'était celui du train. Si on observe un objet tomber dans un train, donc on le verra simplement en mouvement vertical. S'il y a un observateur qui est extérieur au train, qui lui est immobile par rapport au train qui avance, bien, lui verra une composante verticale en même temps qu'une composante horizontale. Et donc, la position de l'observateur mène à une perception relative des mouvements. On appelait ça des mouvements relatifs. Et donc, c'est toujours bien important de prendre en considération cette présence d'un observateur immobile ou mobile pour être capable de représenter la trajectoire. Et donc, ce que je vous propose pour vraiment là, faire écho à ça, c'est de vous proposer une question qui provient des examens de fin d'année là, des années passées, donc de l'année dernière plus spécifiquement, où on nous demandait justement de faire la représentation d'une trajectoire, d'un mouvement. Donc, voici la question. Donc, c'est au sujet du planchiste Pierre-Luc Gagnon, donc planchiste professionnel qui vient de Boucherville, il faut le préciser. Donc, voici là, qui fait un mouvement là, très simple en planche à roulettes, c'est-à-dire qu'il part d'un côté d'une demi-lune ici. Donc, ça, c'est son point de départ ici. Donc, il va descendre la pente de la demi-lune. Il va arriver dans une section qui est plate, donc qui est droite ici. Je vais simplement diviser le mouvement en 3 parties. Et ensuite, il va terminer donc à la fin, à l'autre extrémité de la demi-lune. Donc, et là, il y a une amie qui passe en trottinette, là, ça, on y reviendra dans quelques instants. On va commencer simplement par analyser le mouvement du planchiste. Donc, on a 3 graphiques à représenter. Les 2 premiers, c'est le mouvement donc horizontal et vertical de Pierre-Luc en fonction du temps. Donc, si on a représenté ça, donc qu'est-ce qui se passe avec notre ami Pierre-Luc? Eh bien, au début de son mouvement, horizontalement, donc de gauche vers la droite ici. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de son mouvement? Donc, il va partir et au fur et à mesure qu'il va dévaler la pente, sa vitesse, évidemment, va augmenter. Donc, je vais montrer ici là, que sa vitesse, donc V, augmente. Donc, une flèche vers le haut pour dire que ça augmente. Ensuite, sa vitesse va être constante lorsqu'il va être sur le plat et lorsqu'il va remonter la pente de l'autre côté, évidemment, sa vitesse va diminuer pour qu'il s'arrête complètement à la fin de son mouvement. Donc, comment représenter ça dans un graphique?
de position en fonction du temps. Donc, une vitesse qui augmente, ça va nous donner, dans le fond, une parabole qui monte vers le haut. Donc, la première partie de son mouvement, qu'on aurait donc à partir de 0, par exemple, une parabole qui va vers le haut comme ça ici. Voilà. Ça serait la première partie. Ensuite, la deuxième, on a dit vitesse constante dans un graphique de position en fonction du temps. Une vitesse constante, c'est une droite oblique. Donc, ma deuxième partie, ma deuxième section serait vitesse constante. Donc, je vais mettre ici des petits pointillés pour indiquer, là, si vous voulez, en quelque sorte, là, chacune des trois sections du mouvement. Et donc, à la fin, il ralentit, donc sa vitesse diminue, donc sa pente va s'adoucir peu à peu jusqu'à temps d'être une pente nulle, une vitesse de 0. Donc, au final, on va avoir une parabole, mais cette fois-ci inversée. Une parabole avec une orientation, si vous voulez, négative. Je vais mettre ici des petits pointillés pour désigner tout ça. Donc, ça serait les trois sections de notre mouvement horizontal pour Pierre-Luc. Évidemment, c'est toujours vers l'avant, donc jamais il ne recule, jamais il ne revient sur ses pas. Au début, il gagne la vitesse constante, et ensuite, vitesse qui décroît pour ensuite s'immobiliser. Qu'en est-il maintenant de son mouvement vertical? Donc, il part d'une certaine hauteur, donc on peut l'indiquer tout de suite dans le graphique. Et ensuite, donc, il va dévaler la pente en gagnant de la vitesse. Donc, ça veut dire que de plus en plus, sa vitesse va être de plus en plus grande jusqu'à temps qu'il atteigne le point le plus bas de la pente. Appelons ça le point 0. Tiens, je vais mettre ici un axe pour nous permettre de bien visualiser ça. Ici. Donc, ça veut dire qu'au départ, sa pente est faible et là, ensuite, il augmente vers une pente plus élevée, comme c'est ici. Et arrivé au sol, il va se stabiliser vers une pente qui va l'amener donc à garder une vitesse constante au sol pendant un certain temps. Lorsqu'il va garder cette vitesse constante au sol, le temps avance, mais verticalement, il ne bouge pas, il reste au sol. Donc, première partie, il dévale la pente, ensuite reste au sol, et la dernière partie, ben, c'est un peu l'effet miroir de la première, donc il va remonter la pente en perdant de la vitesse, donc comme cela ici. Donc, sa pente s'adoucit en quelque sorte là, au fur et à mesure qu'il remonte de l'autre côté de la demi-lune. Voilà pour ça. Et donc, ça, c'est pour nos deux premiers mouvements. Qu'en est-il du troisième? Donc, le troisième mouvement, donc, à partir de la perception de l'ami qui passe en trottinette. Donc, il faut comprendre que l'ami en trottinette a exactement la même vitesse horizontale que notre ami Pierre-Luc, donc elle le suit pas à pas. Donc, si elle a exactement la même vitesse horizontale, à chaque instant où elle regarde Pierre-Luc, elle le voit exactement face à elle ou à côté d'elle, tout dépendamment comment vous voyez la situation, de sorte que elle ne voit pas le mouvement horizontal de Pierre-Luc, elle le suit. Donc, tout ce qu'elle voit, donc, c'est le mouvement vertical. Évidemment que la personne qui est en trottinette comprend que Pierre-Luc avance. Mais si on avait à suivre le mouvement de la tête qui suit des yeux le planchiste, ce mouvement serait exclusivement vertical. Donc, il partirait d'une certaine hauteur et ensuite, le planchiste descend pour ensuite remonter exactement à son point de départ. Et donc, ce serait exclusivement un mouvement horizontal. Aucun mouvement, je recommence, un mouvement exclusivement vertical. Aucun mouvement horizontal ne serait perçu par la personne en trottinette ici. Donc voilà, ça fait le tour ici d'un exemple là, pour lequel là, on voit un peu là, toutes ces choses là, à l'œuvre. Donc, ça vous donne un peu un aperçu là, de comment est-ce qu'il est possible de représenter la trajectoire d'un objet en mouvement de différentes façons, en fonction du temps, en fonction de l'espace, selon différents observateurs. Donc, c'est un exemple synthèse un peu de ce qu'on énonçait là, au tout début. Deuxième partie de notre chapitre qui était très importante, une fois que nous avions complété l'analyse des trajectoires, ben, c'était de commencer à s'intéresser donc aux notions de déplacement, de vitesse et d'accélération. Et notamment, si vous vous rappelez, nous avions donc un document de notes, la fameuse page 2, tout au bas, vous aviez un tableau comme il est représenté ici. Et ce tableau-là donc donnait la définition des différentes quantités qu'on allait étudier, le déplacement, la vitesse et l'accélération. Mais aussi, et de façon certainement plus importante, ça nous donnait l'interprétation qu'on devait faire de ces quantités
en fonction de leurs signes, en fonction de si elles sont positives ou si elles sont négatives. Et donc, c'est extrêmement important, encore une fois, de bien comprendre ces subtilités en termes de signes, parce que ça nous aidera, et on va le voir dans quelques instants à l'aide d'un exemple, ça nous aidera toujours à être capable de visualiser, donc, un mouvement, une trajectoire, à partir, donc, d'un graphique simplement. Aussi, ce qu'on pourra faire avec ça, c'est d'être capable d'interpréter des résultats. Donc, si j'obtiens une vitesse positive, est-ce que je sais que dans cette situation-là, mon objet avance, recule, et là, ça va me permettre de valider si mes calculs sont exacts ou si, possiblement, j'aurais pu faire une erreur quelconque dans mon raisonnement. Donc, très, très, très important d'être capable de bien identifier en fonction là, des paramètres là, de signes par rapport au déplacement, par rapport à la vitesse et l'accélération. Bref, c'est des choses qu'on va réutiliser là, abondamment, notamment dans le prochain exemple. Donc, juste avant de faire ça, bon, on avait passé ensuite beaucoup de temps à essayer de comprendre les liens qu'il peut y avoir entre les trois quantités dont on vient de parler, c'est-à-dire le déplacement, la vitesse et l'accélération. Et au fil de plusieurs exemples et de plusieurs mises en situation que nous avions étudiées, nous en étions venus à comprendre qu'il y a un certain principe directeur qui est suivant. C'est donc que si je connais la position d'un objet par rapport au temps que je cherche sa vitesse, donc pour passer de la position ou du déplacement par rapport à la vitesse, bien, je devrais calculer la pente du graphique. Au même titre que si je passe, par exemple, de la vitesse pour calculer l'accélération ensuite, bien, je dois encore calculer la pente du graphique. Dans le sens contraire, donc à partir de l'accélération, pour calculer la vitesse, on doit calculer l'air sous la courbe. Même chose de la vitesse pour trouver la position ou le déplacement, l'air sous la courbe. Et là, évidemment, c'est un très, très bref résumé de principes dont on avait pris beaucoup de temps à élaborer à l'aide de plusieurs exemples, je le disais tantôt. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ces choses-là, évidemment, n'hésitez pas à me consulter pour valider la compréhension de ces principes-là. C'est extrêmement important d'être capable de faire les procédures, mais de comprendre aussi un peu l'origine de ces procédures graphiques, donc de pente et d'air sous la courbe. Encore une fois, ça va très vite, là, cette révision rapide. Il y avait mille et une subtilités là, dont on avait étudié. Mais évidemment, ici, je vais aller à l'essentiel avec vous et peut-être là, revenir seulement sur les principes les plus importants. Et donc, j'en parlais il y a quelques instants, ben, mettons ça en application à l'aide d'un exemple, un exemple limité, si vous voulez, là, parmi tant d'autres, mais bref, ça vous donnera quand même un aperçu là, de ce qu'on peut faire avec ça. Donc, encore une fois, c'est une question qui est tirée de l'examen de fin d'année de l'année dernière en physique, euh, donc de 5e secondaire. Donc, vous avez ici un graphique qui illustre la vitesse d'un pilote de rallye automobile, en l'occurrence le célèbre Ken Block. Et donc, le voici là, à certaines vitesses pendant 2 secondes, 40 mètres par seconde. Ensuite, sa vitesse donc, passe de 40 à 0, de 2 à 4 secondes, et ainsi de suite. Donc, je ne décrirai pas le graphique que vous êtes capable de voir très bien. Et donc, c'est un graphique de vitesse en fonction du temps que nous avons ici. Et à partir de celui-ci, nous avons à répondre à différentes questions, donc pour être en mesure là, de faire en sorte là, de calculer différentes quantités. Donc, la première, donc, c'est de calculer le déplacement du pilote là, et de sa voiture pendant 12 secondes. Donc, je peux me référer au schéma qu'on vient tout juste de voir. Donc, ici, dans la première situation, nous avons le graphique de vitesse et nous cherchons pour la question A la position ou le déplacement. Donc, nous devrons calculer pour la question A l'air sous la courbe. Et c'est ce qu'on va faire ici. Je vous rappelle, l'air sous la courbe, c'est l'air entre la courbe de vitesse et l'axe du temps. Donc, si on est dans la section positive, donc c'est entre la partie positive et l'axe du temps, donc 0. Dans le négatif, même principe. Donc, je peux diviser donc tout mon air à calculer en différentes sections. Donc, voici, je vais faire ici de 0 à 2 secondes. Donc, souvent, ce que je fais, c'est tout simplement d'écrire directement sur le graphique pour être en mesure là, de bien voir ce qui se passe ici. Donc, cette section de 0 à 2 secondes, donc on a une base ici, c'est un rectangle. Donc, on a une base de 0 à 2 secondes et une vitesse constante de 40 mètres par seconde. Donc, si j'avance à une vitesse constante de 40 mètres par seconde pendant 2 secondes, donc 40 fois 2, ça nous donne une distance franchie de 80 mètres. De 2 à 4,
donc notre vitesse diminue. Nous passons de 40 à 0. Donc, ça forme un triangle ici dans notre graphique. Donc, un triangle d'une hauteur de 40, d'une base de 2. Donc, 40 fois 2, 80 encore une fois, mais puisque c'est un triangle, il faut diviser par 2. Donc, la deuxième section correspond à une aire, pardonnez-moi, donc de 40 mètres par seconde, encore une fois. 40 mètres, pardon, pas 40 mètres par seconde. De 4 à 7 secondes, je serai en mesure de calculer l'aire complète de cette section-là, qui est dans les négatifs. Donc, nous avons ici une base de 4 à 7 secondes qui fait 3 secondes et une hauteur, donc, de moins 30. J'ai dit de 4 à 7, pardonnez-moi, c'est de 4 à 9 secondes. Donc, de 4 à 9 secondes, ça fait plutôt une base de 5 secondes. Et donc, une hauteur dans les négatifs de moins 30 mètres par seconde. Donc, si je calcule l'entièreté de ce triangle dans les négatifs, donc ça fait 5 fois moins 30. Donc, ça fait moins 150 mètres, mais puisque c'est un triangle, il faut diviser par 2. Donc, ça nous donne un déplacement de moins 75 mètres. Et finalement, évidemment, de 9 à 10, il ne se passe rien. On a une vitesse nulle. De 10 à 12, donc nous avons un nouveau triangle. Donc, d'une base de 2, d'une hauteur de 20. Donc, 2 fois 20, 40. 40 divisé par 2, ça donne 20 mètres. Et donc, si on additionne tout ça, donc de 0 à 2, on a franchi 80 mètres. De 2 à 4, on a franchi 40 mètres. De 4 à 7, on a franchi moins 75 mètres. Et pour terminer, donc de 10 à 12, on a franchi 20 mètres. Et si on additionne chacun de ces nombres, donc faites le calcul, ça vous donnera précisément 65 mètres. Et donc, le déplacement, c'est-à-dire la différence entre le point de départ et le point d'arrivée du pilote, est de 75 mètres. Évidemment, ce n'est pas la distance totale parcourue, parce qu'il a avancé, il a reculé, donc si on met tout ça en valeur absolue, ça nous donnerait une valeur beaucoup plus grande. Mais entre son point de départ et son point d'arrivée, donc il y a un déplacement de 65 mètres. Quelle est la vitesse moyenne lors de ce rallye? Donc la vitesse moyenne, ben, on a une façon de la calculer, cette vitesse moyenne-là. C'est le déplacement divisé par le temps. Et le réflexe premier que peut-être plusieurs d'entre vous, en voyant le terme moyen, peut-être le réflexe que plusieurs auraient, c'est de dire, ah ben voilà, je vais calculer la moyenne des vitesses ici. Ce serait possible de le faire dans ce graphique, mais complexe. Il faudrait faire une moyenne pondérée et là, il faudrait gérer tout ça. La façon la plus facile et la plus simple, c'est vraiment, surtout que maintenant on connaît le déplacement, donc de diviser ce déplacement par le temps. Donc, sachant que le déplacement du véhicule est de 65 mètres, pendant 12 secondes. Donc, en divisant 65 par 12 secondes, on obtient la vitesse moyenne du véhicule pendant le rallye, c'est-à-dire 5,416 périodiques mètres par seconde. Donc, si tout le mouvement s'était fait à vitesse constante, ça aurait été donc une vitesse là, de 5,416 périodiques mètres par seconde. Question C, donc quelle est l'accélération de Ken entre la 4e et la 7e seconde? On peut peut-être revenir ici à notre schéma. Donc, nous avons toujours notre graphique de vitesse et cette fois-ci, pour la question C, on cherche l'accélération. Donc, nous devrons utiliser la pente du graphique entre la 4e et la 7e seconde. Donc, je peux tout de suite identifier cette zone-là ici dans notre graphique. Donc, entre 4 et 7, c'est ça ici. Donc, je vais tenter de le faire ici. Voilà. Est-ce que j'ai accès à mon surligneur? Non, peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Je vais simplement le mettre ici en rouge. Donc, voilà, comme ça ici. Donc, je veux calculer la pente de cette section-là. Bon, évidemment, ici, je pourrais faire l'équation d'une pente, d'un taux de variation y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mais je ne pense pas que ce soit terriblement nécessaire de le faire ici. Je peux simplement faire la variation de vitesse divisé par la variation de temps. La variation de vitesse, on est passé ici d'une vitesse de 0 jusqu'à une vitesse de moins 30. Donc, notre vitesse, passant de 0 à moins 30, donc la variation, elle est de moins 30 mètres par seconde. Combien de temps est-ce que cela a pris faire cette section-là, si vous voulez? Ben, c'est de 4 à 7, donc 3 secondes. Donc, moins 30 divisé par 3, ça nous donne une accélération de moins 10 mètres par seconde carrée. Donc, entre
4 et 7. Donc, on a une accélération de moins 10 mètres par seconde carré. Autrement dit, la vitesse augmente dans les négatifs de 10 mètres par seconde à chaque seconde. Donc, et ça, on peut très bien le voir d'ailleurs dans notre graphique ici. Vous voyez qu'ici, à 4, vous êtes à 0 mètres par seconde. Après 1 seconde, donc à 5, moins 10, donc on a diminué de 10. Après 1 seconde, 6, on est rendu à moins 20. Après 1 seconde, 7, on est rendu à moins 30. Donc, à chaque seconde, la vitesse s'en va de plus en plus dans les négatifs, donc par un bond là, de 10 mètres par seconde. Maintenant, dernière question pour cet exemple. Donc, pour chacun des intervalles de temps suivants, coche les colonnes qui représentent la situation de Kevin. Une petite erreur ici dans mes intervalles. Donc c'est 4 à 7 et ensuite 7 à 9 et non pas 6 à 9 ici. Donc, allons-y un par un. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans un graphique de vitesse, la vitesse est positive, c'est-à-dire que la voiture avance. Donc, je vais mettre ici AV pour dire avance. Et si on est dans les négatifs, la voiture recule. Donc, chaque fois qu'on a une vitesse positive, la voiture avance. C'est le cas de 0 à 2 secondes. Et puisque la pente entre 0 et 2 secondes, elle est nulle, la vitesse est maintenue à 40 mètres par seconde, donc la vitesse, bien sûr, elle est constante. De 2 à 4 secondes, que se passe-t-il? On est toujours dans les positifs, donc nous avançons toujours, mais on voit que la vitesse passe de 40 pour terminer à 0, ce qui veut dire que la vitesse diminue, on perd de la vitesse, donc on avance en perdant de la vitesse, autrement dit, on freine. De 4 à 7 secondes, donc, nous tombons dans une section du graphique où nous avons une vitesse négative, c'est-à-dire que la voiture recule. Et la voiture recule de telle sorte que sa vitesse, donc à chaque seconde, augmente de 10 dans les négatifs. Donc, la vitesse augmente dans les négatifs. La vitesse, autrement dit, s'éloigne de 0. Donc, on accélère en reculant. On gagne de la vitesse en reculant. De 7 à 9, donc on est toujours dans les négatifs, on recule. Et cette fois-ci, notre vitesse se rapproche de 0, donc la vitesse diminue. De 9 à 10, donc on voit qu'on a un plateau, donc une vitesse constante à 0, donc c'est-à-dire que notre véhicule est tout simplement immobile, la vitesse est nulle. Et de 10 à 12, donc on revient dans le positif, donc le véhicule avance à nouveau, et donc on passe d'une vitesse de 0 pour terminer avec une vitesse de 20, donc la vitesse augmente. Et donc, on a analysé ici donc, le mouvement de l'objet. Évidemment, cette analyse se fonde sur le fait que c'est un graphique de vitesse en fonction du temps. Si nous avions eu ici un graphique de position ou encore un graphique d'accélération, l'analyse qu'on vient de faire aurait été différente. On n'aurait pas pu associer, par exemple, au signe la même signification, au fait que ça monte, ça descend, le même sens. Donc là, ça s'applique, cette lecture-là, seulement au fait qu'on a un graphique de vitesse. Et là, si on avait d'autres types de graphiques, bien, là, il faudrait repratiquer donc, dans ces cas. Donc, voilà pour l'exemple de l'analyse de graphique. Et donc, ça conclut la première partie de notre chapitre sur les mouvements. Comme je disais dans cette vidéo, je veux couvrir un peu les deux parties. Donc, la deuxième, une fois que nous avions complété l'analyse graphique des mouvements, bien, nous avions commencé à faire une analyse davantage mathématique. Nous avions, en premier lieu, donc, déduit bon nombre de formules qui nous permettraient de calculer, donc, position, vitesse, accélération, le temps également, dans différentes circonstances. Et évidemment, je vous fais grâce ici, dans ce dans cette courte vidéo de révision, je vous fais grâce ici de tout le travail que nous avions fait pour démontrer, pour expliquer l'origine de chacune de ces formules-là. Il existe d'ailleurs un tutoriel là, bien détaillé sur ces choses-là. Je vous invite à aller voir ça. Bref, l'origine provenait justement de l'analyse, si vous voulez, mathématique, l'analyse algébrique des différentes quantités dans les graphiques. Si on fait la position, par exemple, et on veut trouver l'accélération, donc on calcule la pente ou l'air sur la courbe ou des trucs comme ça. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à trouver chacune de ces formules-là. Une fois que nous avions introduit ces concepts-là, bien là, on avait pu calculer donc différentes quantités dans un paquet de situations différentes. Donc, des mouvements en ligne droite, des mouvements en chute libre, verticale, des mouvements paraboliques, évidemment, ce qui constituait en somme le pic de difficulté de notre cours de physique de 5e secondaire, comme je l'ai maintes fois là, réitéré là, dans le cadre du cours.
Et d'ailleurs, c'est sur ce dernier type de problème que je veux conclure cette vidéo, avec un exemple, bien sûr, d'un mouvement parabolique qui nous permettra par le fait même de retravailler l'utilisation des formules là, comme on les voit ici, et évidemment bien d'autres concepts également. Donc, voici l'exemple en question et permettez-moi de transférer ici de logiciel pour que je puisse travailler plus efficacement là, les informations que nous avons ici. Donc, on nous parle ici de Pascual Pérez. Si vous vous demandez si c'est un produit de mon imagination, non, Pascual Pérez existe. Donc, il lance une balle donc, vers le bas à partir d'une falaise. Là. Bon, pourquoi est-ce que Pasquale se retrouve en haut d'une falaise et lance une balle vers le bas? Il ne faut pas trop poser de questions. Donc, attendons-nous à la situation physique qui est en jeu ici. Donc, il lance la balle avec une vitesse de 20, avec un certain angle par rapport à l'horizontale. Bon, cet angle-là n'est pas connu, mais on sait qu'il pourrait être peut-être intéressant à trouver. On verra si on en aura besoin ou pas. Bref, je vais l'indiquer ici sur le graphique. Donc, la balle atteint 70 mètres de la base de la falaise en 4 secondes. Donc, elle atteint là, ici là, sa position finale, en quelque sorte. C'est ici. Donc, à 70 mètres au pied de la falaise, au bas de la falaise, donc 4 secondes plus tard. Et à partir de ces informations-là, donc, on cherche à connaître la hauteur à partir de laquelle la balle a été lancée. Donc, ce type de problème-là vous rappellera certainement d'heureux ou de moins heureux souvenirs, mais surtout, j'espère, je souhaite fondamentalement qu'il vous rappelle une méthode que nous avions développée ensemble. Et cette méthode-là, évidemment, c'est celle du fameux tableau que certains appelaient NOXY, là, N-O-X-Y. Vous voyez qu'ici, mon tableau, je l'ai déjà produit pour vous. Et j'ai utilisé, dans le fond, au lieu de N et O, le titre complet, donc normes et orientation. En temps normal, donc, on utilisait simplement N-O-X-Y. Et donc, ce tableau nous permet de consigner toute notre information et évidemment, donc, faire le lien entre les différentes quantités et essayer de manœuvrer le plus aisément possible, donc, à travers ces différentes quantités. Donc, je vous rappelle que dans ce tableau-là, nous n'avons pas besoin de la norme et l'orientation pour autre chose que les vitesses. Donc, norme et orientation pour accélération, déplacement ou temps, ce n'est pas utile pour nous. Donc, les colonnes X, Y représentant les composantes, donc, et les quantités là, appropriées horizontalement et verticalement. Donc, qu'est-ce qu'on connaît ici? Bien, on connaît certaines informations que je vais souligner et ensuite introduire dans notre tableau. Donc, à commencer par la vitesse initiale. Donc, cette vitesse initiale, c'est une vitesse qui n'est ni horizontale ni verticale, c'est une vitesse oblique. Donc, c'est la norme de notre vitesse ici que nous avons, 20 mètres par seconde. Donc, avec un certain angle par rapport à l'horizontale, on ne connaît pas cet angle-là. La balle atteint 70 mètres, donc deuxième information ici, donc à partir de la base de la falaise. Donc, ça, c'est le déplacement de la balle de son point de départ à son point d'arrivée. C'est le déplacement horizontal. Delta X, 70 mètres. Dernière information, donc le temps requis pour ce mouvement-là, 4 secondes. Donc, le temps de 4 secondes, c'est le temps que ça prend pour la balle pour faire le mouvement. Évidemment, ce temps-là est égal horizontalement et verticalement. Le déplacement vertical de la balle et horizontal prennent le même temps à se faire, sinon la balle arriverait pas au même moment, au même endroit. Ça serait un peu bizarre. Donc, c'est 4 secondes. Et souvent même, là, je vais l'écrire là, dans une seule cellule combinée. Donc, on sait que le 4 secondes s'applique à la fois donc, aux données horizontales et aux données verticales du mouvement que nous avons ici. L'autre information qui est bien sûr implicite dans tout problème de mouvement parabolique qui se déroule sur la Terre, on sait que dans un problème de mouvement parabolique, il n'y a aucune force, aucune action qui change la vitesse de l'objet, évidemment dans la mesure où on néglige les frottements, ce qui est mentionné dans la question ici. Donc, ce qui veut dire qu'horizontalement, en vertu de la première loi de Newton, la vitesse est constante, donc il n'y a pas d'accélération horizontalement. Verticalement, donc la balle est soumise à la gravité terrestre, ce qui veut dire que c'est une chute libre, et donc que l'accélération, c'est l'accélération gravitationnelle terrestre. Il faut préciser que cette situation se déroule sur la Terre, mais on peut bien le présumer tant aussi longtemps que ce n'est pas indiqué que c'est sur une autre planète sur la Terre, que la Terre, on peut prendre en considération que l'accélération gravitationnelle est de moins 9,8. Donc, maintenant, que faire de ces différentes données?
Mais rappelons-nous certains faits importants. Donc, si on veut se mettre à calculer différentes informations, on peut utiliser les différentes formules qui sont à notre disposition. Cela dit, il faut se rappeler qu'on ne peut pas combiner des composantes de notre mouvement horizontal et vertical simultanément. À part bien sûr pour le temps, là, mais si je calcule des informations à l'horizontale, donc je dois utiliser exclusivement les données qui sont dans la colonne des X. Même principe, si je travaille avec les informations pour les Y, je dois calculer simplement les informations là, avec les données en Y. Je peux retourner voir ici mon tableau avec les différentes formules là, que nous avons à notre disposition. Donc, les voici, ces formules. Donc, on a les formules de MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré, MRE également. Et c'est peut-être justement les formules du MRU qui m'intéressent de façon plus importante, puisque en X, c'est la seule formule que je peux utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération en X, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Dès lors, je peux, là, ici, utiliser la formule, donc V est égal à delta X sur delta T. Je connais le déplacement X, je connais la durée du mouvement. Donc, je serai capable de calculer la vitesse horizontale du projectile. Et on va faire ça, donc, ici. Donc, en X, la vitesse est égale au déplacement horizontal divisé par le temps. Donc, ce déplacement horizontal, c'est 70 mètres, divisé en 4 secondes. Et donc, ça nous donne ici, je le calcule, donc 70 divisé par 4, 17,5 mètres par seconde carré. Et c'est donc la vitesse initiale horizontale de la balle, mais également sa vitesse finale. Et encore une fois, souvent, on fusionne ces deux cases-là dans notre tableau, puisqu'on sait que la vitesse horizontale de la balle ne changera pas. On en a parlé tantôt, première loi de Newton, vitesse constante, pas de force qui agit horizontalement sur la balle. Et donc, elle va maintenir une vitesse de 17,5 mètres par seconde tout au cours de son mouvement. Horizontalement, bien sûr. Donc, verticalement, c'est une autre histoire. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Une des choses peut-être qui serait intéressante ici, pour bonifier notre compréhension de la situation, c'est de représenter justement la vitesse initiale et de représenter donc le vecteur, la norme de 20 mètres par seconde qu'on voit clairement dans notre schéma, mais aussi les composantes. Donc, les composantes qui représentent donc la vitesse initiale horizontale, la vitesse initiale verticale. Je vais tracer ici un schéma très grossier qui montre donc la vitesse initiale de 20 mètres par seconde. Et ensuite, je vais identifier les composantes, donc horizontales et verticales de cette vitesse. Évidemment, les deux composantes, elles forment un angle de 90 degrés. Donc, vitesse initiale en X, vitesse initiale en Y. Donc, on vient tout juste de calculer que la vitesse initiale en X est de 17,5 mètres par seconde. Et donc, sommes-nous capables, à partir de cette information, de calculer la vitesse initiale en Y? Bien, en faisant le schéma, je pense que vous avez tout de suite vu la relation qui existe entre la vitesse initiale en X et la vitesse initiale en Y. Donc, les deux composantes et la norme, évidemment, ça forme un triangle rectangle. Et dès lors, on peut utiliser la relation de Pythagore. Aurions-nous pu travailler avec autre chose? Bien sûr. Nous aurions pu travailler avec les rapports trigonométriques, trouver des angles à l'intérieur du triangle, les angles aigus, puis ensuite faire des calculs au niveau des côtés. Peut-être que le chemin le plus rapide ici, pour arriver à calculer donc la vitesse initiale en Y, c'est véritablement d'utiliser Pythagore. Et je vais l'écrire ici, bon, je pourrais renommer mes côtés ABC, faire A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2, mais tout simplement, je vais utiliser dans le fond les variables qu'on a déjà. Et je vais dire ici que la vitesse initiale au carré est égale à la vitesse initiale en X au carré, plus la vitesse initiale en Y au carré. Donc, la vitesse initiale en X, pardon, la vitesse initiale, on la connaît, bien sûr, c'est 20. Donc, on va l'indiquer ici, 20 mètres par seconde à la 2. C'est égal à la vitesse initiale en X qu'on connaît également, 17,5 mètres par seconde à la 2, plus la vitesse initiale en Y au carré. Je vous fais fi des détails algébriques ici qui suivraient. Mais bon, on ferait donc 20 à la 2, ce qui fait 400. On ferait 17,5 à la 2, ce qui fait 306,25. On ferait ensuite la soustraction de ces deux nombres-là. Je vous donne le résultat ici, ça donnerait donc 93,75. Puisque ça a été mis au carré, ce serait mètre carré seconde carré. Donc, vitesse initiale en Y. Et donc, ensuite, on doit faire la racine carrée de ce nombre-là. Et on obtient donc la vitesse initiale en Y qui est de 9,8, 9, pardon,
déformation professionnelle, excusez-moi, 9,68 mètres par seconde. Attention ici. Donc, nous venons tout juste de faire une racine carrée. Rappelons-nous que lorsqu'on isole une variable qui est à la 2, qui est au carré, en mathématiques, on fait une racine. Donc, on doit toujours illustrer le fait qu'il y a une possibilité que le nombre que nous venons de calculer était un nombre négatif ou positif. Donc, on va indiquer ici plus ou moins. Et dans le contexte physique, souvent en mathématiques, on fait ça, on ne se pose pas de questions, on l'a appris, c'est comme ça. Mais en regardant le contexte physique, là, ça fait vraiment tout un sens ici à la situation parce que on doit choisir, est-ce que la balle au départ, elle était en train de monter ou elle était en train de descendre? Et évidemment, dans le contexte qui nous intéresse, la balle, elle est en train de descendre, elle est lancée initialement avec un angle vers le bas, donc nous devons choisir le signe négatif. Donc, la vitesse initiale de la balle n'est pas de 9,68, mais bel et bien de moins 9,68 mètres par seconde. Et donc, avec cette nouvelle information, nous avons désormais 4 informations du côté de la composante verticale de notre mouvement, et c'est suffisant ensuite pour être capable de calculer ce qu'on cherche. En somme, nous, on cherche le déplacement vertical, donc la hauteur de chute, si vous voulez, de la balle. Et donc ici, si vous avez l'accélération à la vitesse initiale, vous cherchez le déplacement et vous connaissez le temps, vous pouvez utiliser la formule suivante, c'est-à-dire delta y est égal à la vitesse initiale en y fois le temps, plus l'accélération, toujours en y bien sûr, fois la durée, donc le temps au carré, et tout ça divisé par 2. Et donc, si je remplace les données que je connais, c'est-à-dire la vitesse initiale en y, on vient tout juste de calculer moins 9,68 mètres par seconde, j'ai fait une pause pour ne pas faire la même erreur que tantôt, fois 4 secondes, plus l'accélération gravitationnelle terrestre de moins 9,8 mètres par seconde carré, fois donc un temps ou une durée de 4 secondes à la 2, et tout ça divisé par 2. Et donc, ici, ça c'est un 9 et non un 4, voilà. Donc, si on prend la mesure ici, donc moins 9,68 fois 4, plus, donc moins 9,8 fois 4 à la 2, ça donne 16 divisé par 2. Donc, on obtient ici une réponse finale, donc de moins 117,13 mètres. Je n'ai pas fait le traitement des unités ici, là, mais vous avez dans la première partie mètres par seconde fois seconde. Les secondes s'annulent, ça donne des mètres. Et vous avez dans la seconde mètres divisé par seconde carrée, donc c'est l'accélération, fois des secondes à la 2. Donc les secondes vont s'annuler également. Et ce qui va rester, donc c'est des mètres dans les deux cas. Donc, nous obtenons notre réponse finale ici. Peut-être certains seraient surpris de voir une réponse qui est négative. Ben non, pas du tout. Ça ne devrait pas nous surprendre parce que si on revient ici à notre schéma, on voit que la balle a été lancée d'un point plus haut et elle atterrit d'un point plus bas. Donc, le sens du mouvement vertical est vers le bas. Et par défaut, donc, dans toutes les situations qu'on analyse, on prend pour acquis que le sens positif est vers le haut, verticalement, et le sens négatif est vers le bas. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Malgré tout, on pourrait répondre à la question là, sans nécessairement ajouter le signe. Si on cherche la hauteur à partir de laquelle la balle a été lancée, on pourrait simplement dire donc de 117,13 mètres. Donc voilà, ça fait le topo ici pour notre chapitre sur les mouvements. Évidemment, je réitère le fait que c'est une pâle copie, là, un très, très bref résumé, très succinct de plus de 2 mois de cours de physique. Donc évidemment, là, que ça ne peut pas remplacer tout ce qu'on a fait en classe. Beaucoup de choses, par exemple, par rapport au mouvement parabolique dont on avait parlé. On avait regardé différentes situations. On avait, par exemple, des symétries où on voyait que le mouvement, la première partie est égale à la deuxième. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint la hauteur maximale, la vitesse finale en y est 0. Donc, un paquet de détails comme ceux-là qu'on avait étudiés. Évidemment que par souci de temps, là, je n'ai pas cru pertinent là, d'aborder nécessairement ici. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou retourner dans vos notes ou dans vos ressources que vous y aviez à l'époque, et certainement, vous serez en mesure là, de retrouver tout ça. Donc voilà, ça fait le topo sur le chapitre des mouvements. Donc sur ce, je vous souhaite de faire une bonne révision et on se dit à la prochaine.